stay with the High Lord, you will be safe. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 des Bulles du Chaudron, notre format court et spicy. Le goût de notre potion qui mijote est toujours délicieux, on y trouve le piquant de nos avis tranchés, l'acidité de nos opinions divergentes, mais aussi le velouté de nos notes 5 étoiles. Vous aussi vous avez faim? Notre bulle qui éclate va porter pour cette rentrée sur The Knight and the Moth de Rachel Gillig, Le Chevalier et la Phalène en français, car oui, la traduction est sortie chez De Saxus le 2 octobre. Le Chaudron a plein de choses à vous en dire, sans spoiler évidemment. Et c'est Blandine qui va commencer avec le résumé du livre. À toi Blandine. Yes, dans la cathédrale d'Ashling, 6 jeunes prêtresses prient les augures. Elles sont dirigées, même élevées par la grande prêtresse qui vend leurs talents à ceux qui viennent chercher des conseils. Chaque jour, les prêtresses se noient dans la source de la cathédrale afin de voir le futur de la population. Et chaque soir, dans leur dortoir, elles rêvent de leur avenir, de leur future liberté. Car depuis 10 ans, ces jeunes femmes n'ont pas pu franchir le mur de l'enceinte pour découvrir le monde. Un jour, le jeune roi et sa garde rapprochée composée de chevaliers dont le rustre Rory débarquent pour une augure et c'est 6 qui s'occupent d'eux. Après cette visite, les prêtresses commencent à disparaître et 6 va se mettre en quête de ses sœurs. Car oui, elles sont toutes nommées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambiance flemme. Ambiance flemme. Ambiance déshumanisation de la personne, en fait. Ambiance Umbrella Academy, si vous avez. Ambiance Umbrella Academy, tout à fait. Ambiance ma mère qui nous appelait 1, 2, 3 quand elle mélangeait nos prénoms. Bisous maman. Il y a encore Lucie qui nous a influencés. Alors là, Pour bien qu'on comprenne exactement la phrase de Claire sur le ton sur lequel elle l'a dit pour introduire. C'est vrai que c'est Lucie qui nous a influencés. Lucie, est-ce que tu veux nous rappeler de comment tu étais tombée sur The Night and the Moth? Alors, d'après vous, franchement, parce qu'on se pose vraiment. Merci, voilà. Pose vraiment la question. Non, j'ai été totalement, encore une fois, influencée par le BookTok. Il faut savoir que j'ai une appétence particulière pour l'esthétique médiévale, les chevaliers, les cathédrales, les gargouilles, le gothique, les contreforts. Je kiffe. Voilà. Donc forcément, là, j'ai vu la couverture qui est très très belle. Je dois dire que la couverture de la VS est pas mal du tout aussi. Il me semble qu'elle a des petites brillures. Il y a ça chatouille. Voilà, ça parle à mon cœur. Pour les auditrices qui ne voient pas ce qui se passe, je voudrais dire que quand Lucie a dit la couverture est très belle, absolument 100% du book club a hoché la tête d'un air extrêmement convaincu. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai. On est toutes d'accord. Voilà. Et vous avez raté aussi les paillettes dans les yeux de Lucie quand elle vous parle des petites brillures et des petites choses qui chatouillent. Voilà. Non, mais voilà. Passion cathédrale, passion médiévale, voilà, je kiffe. Et donc, je suis souvent attirée par l'esthétique d'une couverture. Moi, ça fonctionne très bien avec moi. Là, ça parlait de chevalier, ça parlait de divination. Je n'avais pas lu encore à l'époque de livre de Rachel Gillig, donc l'autrice. Je n'avais pas lu One Dark Window et sa suite, que j'ai lu ensuite. Donc, c'était pour moi une découverte. Et j'ai commencé, j'ai tellement accroché que j'ai dit: «Il faut que, le book club le lise, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en fasse un épisode ou une bulle» et voilà. Et il faut dire que les recos BookTok sont toujours à prendre avec des pincettes parce que par le passé, nous avons eu un certain nombre de déceptions liées aux recos du BookTok, mais je pense, sans trop m'avancer sur la suite de cette bulle, que The Night and the Moth ne fait pas partie de nos déceptions dans les recos du BookTok. Tu as raison Bartholomew. Oui, je crois que globalement, on a toutes les 4 aimé. Levez la main celles qui n'ont pas aimé. OK, personne. Qui veut commencer à donner son avis? Moi, je peux commencer si Vas-y, tu veux. Effectivement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, alors que je m'y attendais pas forcément beaucoup, parce que moi, j'ai pas spécialement l'habitude de lire des romans gothiques ou avec des chevaliers
et avec, en tout cas, pas cette ambiance et contre toute attente, ça m'a énormément plu justement cette ambiance, de cathédrale, mais aussi vraiment il y a ce côté gothique romantique, qui était vraiment très présent et c'est une ambiance qui m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé le personnage de Six, alors j'ai du mal à dire, de Six. J'ai bien aimé toutes les prêtresses, les jeunes là qui sont, élevées, par la grande prêtresse, de la cathédrale. Elles ont beau être enfermées, c'est pas pour autant des oies blanches, elles se rebellent, à leur façon, contre l'autorité, de cette, fameuse, grande prêtresse. Enfin, j'ai aimé beaucoup l'ambiance et j'ai bien aimé, les personnages, et j'ai trouvé que le banter entre, les 2 personnages, principaux, donc féminin et masculin, était très bien mené. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé qu'il était très bien mené. Alors, avant toute chose, moi, je tiens à faire une précision sémantique. On dit gothique, et romantique. D'accord? Chic et Voilà. romantique. Merci de vous l'appliquer pour la suite, de ce podcast. Merci. Entendu. Ouais, moi ça m'a vraiment énormément plu alors que je m'y attendais pas du tout et je l'ai refermé en me disant: «Oh, c'est quand la suite? Je veux la suite». Le 2 d'ailleurs, dont le titre a été, annoncé récemment, donc The Knave and the Moon. Alors 2 choses, j'adore l'allitération. On a The Knight and the Moth, The Knave and the Moon. Mmh. Le knave, c'est à la fois le valet dans les cartes, mais c'est aussi un mot qu'on utilise pour parler une canaille, quoi. Oui, c'était le coquin et la lune, je crois que j'avais traduit ça comme ça, moi. Voilà et donc on a le titre et on a, la date de sortie, il me semble, sauf si c'est un placeholder, mais en tout cas, septembre 2026. J'ai juste trop hâte, quoi. Moi, j'ajouterais juste qu'il y a par rapport à ce que Blandine a dit et avec lequel je suis à peu près d'accord sur, oui, environ d'accord sur tout, c'est qu'il y a une petite ambiance, je repensais à quand tu parlais des 6 prêtresses, il y a une petite ambiance, de Virgin Suicides, je trouve, dans la manière dont elles vivent ensemble, parce qu'en fait, tu sens qu'elles sont un peu confinées, un peu enfin, contre leur gré, mais en fait, sont pas vraiment d'avis, à la base, dans leur cathédrale et elles ont quand même chacune un peu elles se ressemblent toutes, mais elles ont chacune leur personnalité. Donc, je sais pas, ça m'a un peu fait penser aux sœurs, dans The Virgin Suicides, pas pour le reste de l'histoire, mais en tout cas pour ça, ouais. Non, c'est sûr qu'il y a un sens de la sororité et c'est marrant parce qu'au début du roman, moi, on n'a pas forcément l'impression que c'est le cas. On a l'impression qu'elles vivent ensemble, mais qu'elles sont un peu, chacune, de leur côté et voilà et quand, Six commence, dans sa quête à se dire: «Mais attends, elles disparaissent tout au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est que ce bazar?» et qu'elle commence sa quête, en fait, je trouve que l'autrice, elle a très, très bien joué parce que c'est le moment où elle a mis justement des glimpses de leur vie ensemble et j'ai trouvé ça, très, très intelligent comme façon d'écrire, un peu les flashbacks, en fait. Et toi, Oriane, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis très d'accord avec vous, sur tout ça. J'ai une pensée pour Claire, qui a une passion pour les parfums d'église parce que, tu sens l'église, en effet, quand tu lis le livre. Pour moi, c'est vraiment un roman de fantasy, mais à ambiance, et l'ambiance, elle est vraiment hyper bien amenée dans le world building. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est, comment, hyper rapidement, dès le premier chapitre, on t'installe tout un système religieux avec un culte, un machin et franchement, c'est, complètement, sans effort. Enfin, tu rentres dedans, hyper facilement, c'est hyper bien foutu et je l'ai trouvé sincèrement bien construit, tu vois? Le fait qu'il y ait des locutions qui se répètent, par exemple, enfin, vraiment, tu sentais qu'il y a pour moi, il y a un truc qui est bien fait, c'est du beau boulot, quoi. Genre, et après, bon, alors l'ambiance, c'est une chose, évidemment, elle était super. Les personnages, super attachants. L'intrigue vraiment bien menée aussi avec un rythme qui se tient hyper bien, il y avait pas vraiment de longueur. J'ai dû me je crois que je galère un peu à trouver des défauts à ce livre, je me suis vraiment éclatée en le lisant, c'était vraiment chouette quoi, vraiment très Et chouette. Lucie, tu vas quand même nous parler du truc dont personne n'a parlé, mais qui est hyper important dans le livre. Alors je voulais d'abord rebondir sur le fait que je réclame, à Claire une association, non pas Maison, mais parfums et bouquins. S'il te plaît. Enfin livre, mais oui, bien sûr. Si tu On a pouvais tous besoin de ça. Ah Si oui. tu pouvais nous proposer, 1 ou 2 essences
en rapport avec le livre de cette bulle. Je pense que ça serait assez cool. Je recommande, l'Eau3 de Diptyque qui sent la myrrhe et l'encens. Voilà, si vous voulez une association, parfum livre, voilà, ce serait le parfum de ce livre. Excellent. Sauf qu'en Allez. plus, il y a une espèce d'odeur d'eau croupie et que je ne retrouve pas heureusement dans l'Eau3, heureusement pour, Diptyque, mais ouais. Alors que moi, j'aurais bien aimé aussi sentir l'odeur de la source, qui est décrite comme une odeur de fleurs pourries, vraiment, très, écœurante et Mmh. cetera et moi, j'ai vraiment eu l'impression parfois que l'écriture, elle était tellement bien faite que, enfin, parfois, moi, je me représentais vraiment les odeurs, je sais Bien pas, sûr, ouais. je trouvais qu'il y avait en fait, j'ai trouvé que dans ce livre, il y avait une grande sensorialité, et en particulier, il y a bon, je pense qu'on a toutes été, un peu scotchés par certaines scènes, dans le développement de l'intrigue amoureuse où tu es là genre: «OK, les intrigues amoureuses quand même, on en a lu beaucoup et cetera, renouveler le genre, c'est pas facile». Ah bah là, ça renouvelle, hein, putain. Ouais, ouais. Vraiment, ouh, Mmh. moi j'ai eu chaud, hein, dans tous les Mmh. sens du terme, hein. Je veux bien me faire renouveler comme ça, en effet. Quel truc important? Est-ce que tu parles de la meilleure gargouille du monde entier? Mais oui! Mais oui, bien sûr. Mais oui. Oui. Je pense que je pense que cette gargouille, mérite, 2 heures de podcast. Ouais, est-ce qu'on n'est pas Donc tous enfin, c'est ça qui est très chelou, c'est, est-ce qu'on n'est pas toutes tombées amoureuses d'une gargouille? Mmh. Quelque part. oui, Moi, c'est comme je ça pense que Lucie me l'avait vendu ce livre. Elle m'avait dit: «Tu vas tomber amoureuse d'une gargouille». C'est comme ça. Attention, hein! que ce n'est pourtant pas une monster romance, Et pourtant. mais vraiment la gargouille, mérite Ah, perso. pas Ouais. tomber amoureuse de la gargouille, mais vraiment, j'ai envie de l'adopter, quoi. Mais oui, c'est comme le chat dans Mmh. K-pop Demon Hunter, meilleur personnage, meilleur C'est vrai, personnage. c'est vrai. D'ailleurs, la gargouille pourrait tout à fait avoir un petit oiseau sur le crâne. Ça lui Oui, irait bien très sûr. bien. Oui, oui. Ah oui, complètement! Il y a un mystère à résoudre, mais il y a pas cette atmosphère d'enquête. Oui. C'est marrant alors que pourtant c'est quand même bien fait, on la suit avec intérêt, mais on n'a pas ce côté, j'essaye de trouver des indices dans le texte, pour, savoir ce qui se passe. Parce que oui, c'est presque une évidence, mais c'est tellement bien amené, c'est tellement fluide. Pour moi, il y a un petit peu le même côté que dans une romance, c'est-à-dire qu'en tant que lecteur, lectrice, tu vois le truc venir à des kilomètres, mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment elle va s'en rendre compte parce que tu comprends très bien ses attachements et c'est dur de se projeter dans le parcours qu'elle va devoir faire, le moment où elle va souffrir, où elle va réaliser la trahison et comment ça va se manifester et comment elle va confronter et cetera. Pour moi, l'enjeu, il est plus autour de ça parce que, je suis assez d'accord avec toi, Blandine, que quand même on avait une idée quand même assez claire de là où ça allait, quoi. Tu vois? D'ailleurs pour moi, on peut presque faire un parallèle avec Ali Hazelwood dont on a parlé, dans un épisode, précédent, où on parle du fait qu'elle ait une recette qui fonctionne. On sait ce qui va arriver à la fin. Ce qui nous intéresse, c'est comment elle va nous y amener. Et pour moi, c'est pareil ici, dans le sens où il y a pas de grosse surprise, il y a pas d'étonnement, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de suivre le chemin qui nous est montré du doigt. C'est très, très bien chouette. C'est très chouette ça en termes de tension, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est très, très bien Même amené Dallas parce que pardon. et même pas vas-y, attends, vas-y Claire, je Bah, c'est t'interromps. très, très bien amené parce qu'on part vraiment de loin dans le sens où c'est pas vraiment un enemies to lovers, mais d'emblée, quand elle rencontre, Rory, donc le personnage, principal masculin, elle, elle est vraiment excédée par son comportement. Enfin, il est odieux un peu avec elle et c'est pas mal parce que moi, ouais, c'est vrai que ces derniers temps, le trope, enemies to lovers est très, très présent dans ce qu'on lit. Là, c'est pas vraiment qu'ils sont ennemis et puis en plus, malgré son comportement un peu cavalier, vous l'avez. On l'a Claire, ne t'inquiète pas, on l'a, tout va bien. Et ben, il influence quand même, à sortir de sa cathédrale, en fait et à transgresser déjà des règles, même avant même de partir, quête, quoi. Voilà. Ouais, il a un côté protecteur aussi quand même, Pas dès le oui, mais pas tout au début ou alors pas par devoir. par devoir. Oh non, par devoir. Ouais, Lucie? Ah, chevalier. Si on se lançait dans une analyse, on pourrait aussi se demander si, son antipathie, enfin l'antipathie de Six à l'égard de Rory est pas aussi due au fait qu'elle, elle est enfermée dans un lieu et que lui, de par, sa condition et aussi, son métier de chevalier, il a la possibilité, de partir à droite à gauche.
il est plus ou moins libre. Et est-ce que c'est pas normal quand on rencontre quelqu'un comme ça qui possède cette chose dont on a envie et dont on pense, parce que clairement, ils pensent tout le temps. Mmh. Elles sont focalisées sur le fait qu'elles doivent 10 ans de service à la cathédrale et qu'après elles seront libres. Et débarque, ce mec, arrogant, sûr de lui, voilà, et libre surtout. C'est ça. Bah, non, mais je voulais dire, tu disais arrogant sur de lui aussi, moi je l'ai trouvé aussi au tout début, vachement, condescendant en fait envers elle. Parce Oui. que justement, elle est pas sortie de sa cathédrale et en fait, il considère que, bah, comme elle est pas sortie de sa cathédrale, bah, en fait, elle connaît rien à la vie. Bah, Et c'est pour comme son ça que ça commence, c'est exactement c'est comme ce ça qu'il que lui ça dit, en ouais. fait. Mais j'ai l'impression qu'avant qu'il lui dise ça, il s'était pas vraiment posé la question, ni de la liberté, ni de ce qui se passe, au-delà des murs, voilà. Je suis Elle d'accord quand est elle même, est occupée, elle a ses occupations, elle est tailleuse, enfin, elle apprend à tailler la pierre, quand elle est pas en train de se noyer dans sa fontaine là. Oui? Mais oui, mais elle apprend à tailler la pierre, elle c'est son projet, professionnel. C'est pour Oui, après. Elle ouais, anticipe, tu vois? Donc ouais. moi, je pense quand même qu'elle pense à son avenir entre les rêves, Oui. la nuit et le fait qu'elle apprend un métier pour s'en sortir après dans la vraie vie. Oui, mais elle est pas, dans, le questionnement de ce qu'on lui demande. Elle est pas du tout dans le questionnement de, «Comment ça je dois à 10 ans et pourquoi?» et elle ne remet rien en question de ce qu'on lui a dit, depuis 10 ans. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est la prêtresse en gros, qui lui a foutu un ciseau, un marteau Mmh. dans les mains et qui lui a dit: «Allez, va apprendre à tailler les pierres pour après». Mmh mh. Je sais pas ce que les on ne dit pas ce que les autres, elles apprennent, pour la suite de leur projet professionnel. Justement, elles apprennent rien et la raison pour laquelle c'est Six qui a eu ça, c'est que c'est la préférée de la Ah prêtresse. oui, c'est vrai, c'est ça. Donc elle a un projet, ouais. Moi, je trouve qu'il y a un symbolisme assez exceptionnel dans le livre, qui fait partie de tout le world building et cetera et je pense que j'ai totalement fixé sur, les tenues de l'héroïne et en particulier sur son voile et sur toute la symbolique qu'il y a autour de son voile. J'ai trouvé que c'était une astuce narrative hyper intéressante. Ça rejoint le truc que je disais tout à l'heure sur la sensorialité, le fait qu'en fait, elle voit pas certaines choses ou alors elle voit à travers. Enfin, c'est énorme quand même comme métaphore. Quand tu y penses et je trouve que c'est à ça qu'on voit que le bouquin, il est super construit aussi, quoi. Et tu as tout ce truc autour du voile où en fait, bah, à la fois, elle, on voit pas ses yeux, mais elle aussi, elle voit le monde à travers ça. Heu, c'est très chouette comme, enfin, les implications qui vont avec sont super, je trouve. Je suis 100 d'accord avec toi et en plus, moi j'ai trouvé ça fort que quand elle se détache justement, de ce que la grande prêtresse, veut leur faire faire et qu'elle commence à remettre des choses en question, ça veut pas forcément dire pour autant, au contraire, que, bah, direct elle enlève son voile. En fait, pour elle, c'est un vrai sujet, son voile, qui va au-delà, de, son attachement, à la prêtresse. Alors il y a un changement oui? Hyper important quand même. Quand je dis un voile, je l'ai pas précisé. Elle a pas du tout un voile comme un hidjab, hein, c'est pas du tout ça. Elle a ce qu'on appelle le voile, je l'ai pas décrit quand j'en ai parlé, mais c'est une sorte de carré de tissu qu'elle a sur les yeux. Tout C'est à pas fait. du tout un voile musulman, ça a rien à voir, hein. Non, non, tout à fait. Ils l'appellent le shrab, Ouais. en anglais. Juste pour si on l'a pas encore lu, ça me paraissait important de le Mmh. pré Et de toutes le les préciser. prêtresses, ont ce voile, donc Oui. on voit jamais leurs yeux. Et toi, Lucie, tu voulais rajouter un truc sur le voile et sur le fait, je pense, que, justement elle s'en débarrasse pas, tout de suite? Oui, parce que, ça rebondit un peu sur ce que je crois que c'est toi qui disais ça juste avant. C'est aussi le signe effectivement qu'elle remet pas en cause, la façon dont elle a été élevée, mais il y a vraiment ce côté où son voile, j'ai pas regardé comment il l'avait traduit d'ailleurs. Est-ce qu'ils disent voile pour shroud? Mais ça p enfin, en tout cas, on va dire le voile, pour l'instant. Ce voile qu'elle porte sur ses yeux, et que même quand elle commence à remettre des choses en question, elle ne retire pas. Il est vraiment symbolique, bah, de sa foi, en fait, j'ai l'impression. Enfin Ouais. et ça, j'ai trouvé ça très, très fort et il y a tout ce côté où les gens autour d'elle voudraient qu'elle l'enlève et voudraient lui enlever ce truc qu'elle a devant les yeux pour qu'elle voie le monde tel qu'il est. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de l'enlever pour voir le monde? Pas forcément. Non, parce qu'elle, elle voit quand même relativement bien. Bon, il y a quand même des choses qui sont un peu voilées, elle en parle un peu. Moi, ce que je trouve aussi qui est intéressant dans ce symbolisme du voile, c'est que pour faire des divinations, elles sont obligées de se plonger dans une source et de se noyer d'ailleurs.
littéralement. Et elles sont vêtues d'une espèce de elles ont une robe de divination qui est, genre on pourrait dire une espèce de chemise de nuit, blanche et évidemment, une fois qu'elles sont mouillées, c'est complètement transparent, en fait. Elle en parle à un moment, donc en fait, elles apparaissent carrément pratiquement nues face aux gens qui viennent pour avoir une divination et le seul truc, qui reste caché chez elle, c'est quand même son regard, donc je comprends aussi qu'elle se raccroche à cette seule parcelle d'intimité, en fait, qui lui reste. Oui, Lucie? Et sans spoiler, on peut aussi faire un parallèle entre ce qu'elle porte lors des divinations et de ce côté transparent, translucide et cetera, avec, une des meilleures scènes du livre. Tu peux me la remettre en tête? Ça, Parce c'est que je la l'ai scène c'est une scène qui implique de la cire. Ah, cette scène, elle est vraiment super. Ah oui! En armée, ouais. Et oui, et du coup, c'est même pas du tout, smut, c'est vraiment juste, de la pure sensualité, ouais. Ah, c'est où c'est un peu l'inverse qui se Ouais, c'est passe vrai. et il y a une scène où son corps est caché petit à petit et en même temps, cette scène est bien plus intime et je saurais pas comment la qualifier, mais en tout cas, et intense Mmh. que voilà, que quand elle décrit la divination, qui est en fait son boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Et par ailleurs, elle déteste sa robe de divination, hein. Oui. C'est dit, hein. Et alors, Mmh. et moi, je trouve ça intéressant, c'est elle déteste sa robe de divination, c'est vraiment le truc dont elle veut se débarrasser le plus vite possible quand elle a fini sa divination. Mais par contre, enlever son voile, non. Ah, je suis d'accord avec ça. Je crois qu'il y a une autre chose que j'ai aimée dans ce livre, c'est que, il se passe des choses dures, vraiment dures et je trouve que ça alors je dis pas que je préfère quand il y a des morts dans les intrigues de fantasy, hein, pas spécialement et tout, c'est pas forcément ça, mais j'aime bien qu'on ménage pas trop, les personnages, en fait et qu'il y ait des intrigues où ils traversent vraiment plein d'états différents et je Mmh. trouve qu'à ce niveau-là, vraiment ça y va. C'est bien. Ouais, d'autant plus qu'elle enfin, en fait, elle et la gargouille, c'est quand même les 2 êtres les plus naïfs enfin des personnages, en fait. Elle a une naïveté qui lui a été un peu imposée parce qu'on lui a empêché de découvrir un peu le monde et donc elle va découvrir un peu à la dure, ce qui se passe, au-delà du mur et voilà. Et bon, la gargouille, pour d'autres raisons, est très naïve aussi et c'est un peu le ressort comique aussi du livre, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, parce que il y Ouais, a mais un aussi des comique, ouais. comique proche du désespoir, hein, aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un comique un peu dramatique, et après ce que tu disais, Oriane, sur, il y a des morts et il y a quand même des choses qui se passent qui sont très dures dans le livre, mais moi, j'ai pas du tout été traumatisée en tant que lectrice, par exemple. C'est quand même amené avec une certaine, forme de pudeur et de douceur, je trouve. Tout à fait, ouais, tout Toute à fait. sensibilité, hein. Mmh. Voilà, Ouais, qu'on il y a a aussi aussi lu le l'humour dans les qui personnages. Oui. Alors, ouais. il y a la gargouille, ramène, de l'humour, mais Oui. non, J'ai pas j'ai que. regardé mes notes et j'ai noté quelques phrases qui m'ont bien fait rire, surtout sur, alors je sais plus qui les prononce à chaque fois, mais j'ai noté pas mal de phrases assez drôles qui sont pas forcément prononcées par la gargouille et c'est assez rare dans les romans gothiques. En fait, les romans gothiques, souvent, ça enfin, c'est pas que ça se prend au sérieux, mais tu vois, ça pose une ambiance. En fait, toute l'ambiance, elle repose aussi sur le sérieux de l'intrigue et cetera et là, je trouve que tu arrives à, sans trop sortir de l'ambiance, à quand même un peu sourire, par moments et heureusement parce que sinon l'histoire est serait vraiment pas fun, quoi. C'est surtout de l'humour de situation, moi, j'ai Oui. l'impression. Mmh. Plus que de l'humour, ouais. Mmh. Oui, après, on a quand même une héroïne qui a pas sa langue dans sa poche, hein. Oui, oui, tout à fait. Elle est pas en reste, hein, sur la répartie, et moi je l'ai trouvée drôle et maligne, alors bien sûr elle a des croyances et elle suit son chemin et cetera, mais je la trouve vraiment attachante parce que je crois qu'on est nombreuses dans le book club, à avoir un peu de mal à développer de la sympathie pour, les personnages un peu teuteux, quoi. Bon, là on n'est pas sur un personnage teuteux, c'est bon, la meuf elle est futée. Elle est des merdes, c'est pas une guerrière, de genre elle a pas suivi son camp de Valkyrie de 3 semaines qui fait que c'est une sorte de super héroïne, mais elle a pas froid aux yeux, et quand faut y aller et bah, elle y va, quoi. Et ça me va. Moi j'aime bien, je suis cliente. Je suis complètement d'accord avec toi et pour le coup, l'autrice l'a vraiment rendu, très at moi, j'étais beaucoup dans l'empathie, en fait. Mmh.
Vraiment, quand tu pars du principe que: «Ah ouais, OK, c'est une héroïne qui était orpheline». Au début, tu dis: «Ouais, enfin, elles sont toutes orphelines et tout». Ouais, mais en fait, elle a été élevée, par, une prêtresse. Ah ouais, OK. Une prêtresse qui, tous les jours la noie. Hop. Alors, tu vois, déjà, tu t'arrêtes un peu, tu fais: «Hop, là, on est sur de C'est pas un bug de micro. Le up n'est pas un bug de micro. C'est non, vraiment non, je sais pas c'est quoi dire de Blandine plus. et voilà, genre, je sais pas quoi dire de plus parce que bon, après peut-être que c'est juste moi, mais je suis enfin, là, on parle de maltraitance, infantile, enfin, pour le coup, hein. Elles ont commencé quand elles ont 8 ans, hein, les gamines. C'est 10 ans plus tard, mais elles ont commencé quand elles ont 8 ans à être noyées dans une source qui sent le croupis. Donc Mais si c'est tu pas veux des noyades, c'est pas des noyades. Elles ne meurent pas des noyades, hein. Ce sont des noyades, ritualisées et cetera. C'est décrit comme des noyades, mais c'est vrai que bon, c'est une noyade, magique, hein, un peu. on C'est est évidemment, elles d'accord. ont quand même tout le ressenti d'une vraie noyade. Après, c'est juste Exactement, qu'elles y survivent, mais par leur figure maternelle. Elles sont quand même poussées dans l'eau, par leur figure maternelle. Tenue sous l'eau, Ouais, maintenue oui. sous l'eau. Donc vraiment, moi, j'étais excessivement dans l'empathie, pour, Six, ça me l'a rendue extrêmement attachante, en fait. Bien sûr, bien sûr. Je précise d'ailleurs que la scène de noyade intervient dès le chapitre 1, hein, donc nous ne sommes pas dans un spoiler, hein. On est vraiment dans la pure exposition de c'est quoi la vie, de Six. C'est raconté dans le résumé du livre, donc Ouais, ouais, voilà. carrément. en train de relire, des extraits et il y a quand même, on dit: «Oui, la gargouille, c'est le ressort comique», il faut savoir que l'éthique de langage de la gargouille, c'est d'utiliser des expressions idiomatiques, mais mal. Ah oui! Et Ouais. c'est abs on dirait en fait, c'est un peu comme, alors je dis ça parce que nous 4 on a toutes des enfants et on a toutes vécu des choses comme ça, mais c'est exactement comme quand un enfant, utilise une expression, mais vraiment pas correctement. Et un mauvais escient. Ah, Voilà, presque. comme quand, donc la gargouille, sert un peu de serviteur, hein, enfin, il est un peu comme les prêtresses, il a des corvées et cetera et il raconte qu'il a lavé les robes de divination et que c'était difficile et il dit, «À la fin, il fallait me ramasser au petit savon» et du coup, bah, Six, elle le corrige, elle dit: «C'est ramasser à la petite cuillère, la bonne expression» et il est trop perplexe et il fait: «Mais je faisais la lessive, pas la cuisine». Il est il est tellement genre il essaye pas d'être drôle, c'est juste il l'est et c'est toujours tellement bien amené parce qu'ils ont une relation qui est hyper, hyper attachante et c'est un autre truc que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est les relations entre les différents personnages, pas seulement entre, Six et le chevalier, mais, avec la gargouille, la relation entre le chevalier et la gargouille, la relation entre Six et le roi. Avec les autres chevaliers, enfin, j'ai trouvé que toutes les relations, dont on apercevait en tout cas un peu de profondeur étaient vraiment chouettes et ça, Ouais, c'est ça, la galerie de personnages secondaires, elle est pas mal aussi. Et la galerie des méchants est très bien. Oui. Elle est très bien. Moi, je trouve qu'elle se tient, hyper fort parce que j'ai pas beaucoup de sympathie, pour les fantaisies qui sont trop chez père, qui inventent des trucs vraiment de toutes pièces. Moi, j'aime bien qu'on me raccroche à des choses, qui existent déjà, mais qu'on les emmène plus loin, qu'on les retravaille, qu'on les enfin voilà et à ce niveau-là, j'étais super bien. Moi, j'ai trouvé que c'était très ancré, dans quelque chose qui était de l'ordre du folklore. C'était elle était vraiment très bien, les et puis les méchants, ils sont vraiment je sais pas, ils sont chouettes, ils sont graphiques, ils sont vilains, ils sont différents. J'ai beaucoup aimé, les méchants de cette histoire. Du coup, je vais vous poser la question puisque, vous, quelle était votre note? Quelle note avez-vous donnée à The Night on the Moth? 5 étoiles, Hein. 5 étoiles, 5 étoiles. Écoutez, à l'heure où on enregistre, on est au mois d'octobre, pour l'instant, c'est dans mon top, 5 je pense de mes lectures de 2025. Oh waouh! Oh Tu as waouh! 5 Clairement. sachant que tu dois en être à pas loin d'une centaine de livres toi, en plus? J'en suis à 93. Moi, Et je veux toi, aussi Claire? 5 étoiles. Je veux aussi Tu 5 étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai super hâte de lire la suite. 5 étoiles alors qu'il y avait même pas de dragon. Et les gens ne souffrent pas. Ils souffrent un peu, mais pas c'est pas non plus le centre Pas du beaucoup, quoi. roman.
Moi, j'avais mis 4 étoiles, pas 5, je pense parce que justement, j'ai été quand même très moyennement surprise, par, la résolution dont on parlait tout à l'heure. Heu, oui, je sais que c'était pas un mystère, mais je trouvais que c'était un peu trop évident, qui était vraiment le grand méchant. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai trouvé ça un peu simpliste et du coup, c'est pour ça que j'ai mis 4. Ça reste quand même une très bonne note, hein. Ça reste une excellente note, on est bien d'accord. Je ne sais même pas si j'ai mis 5 à un bouquin cette année. Et toi, Oriane, je sais que tu mets pas de notes, mais globalement, Oh bah, j'aurais mis 5, hein. ouais, ouais. Enfin, je mets pas de notes, mais j'ai toujours mon petit diagramme en tête, avec, ces 5 critères, notés chacun sur un point et clairement, il marche, il marque partout. Et alors bizarrement, peut-être parce que je suis dans un slump, peut-être pour plein d'autres raisons, mais je suis pas sûre que ça m'ait donné spécialement envie de lire d'autres Gillick parce que j'ai pas envie de lire un truc moins bien d'elle. Ah ouais, je suis d'accord. Parce que Alors moi, tu sais, j'ai, la Fenêtre sur les ténèbres dans ma pile à lire et sa suite Mmh dans ma pile à lire depuis genre, je sais pas, fin 2023 ou un truc comme ça et en fait, maintenant je suis là en mode: «Je sais pas si je les lis parce que je sais pas si ce sera aussi bien» et du coup, je suis exactement comme toi, Oriane. Tu vois? Alors si vous voulez savoir, moi donc j'ai lu, Une fenêtre sur les ténèbres et The Twisted Crowns, je sais pas comment ils l'ont traduit, de couronne, bref, la suite quoi. J'ai mis 4 étoiles aux 2. OK. Ah, Mais quand même très bien. oui, quand même Quand même très très bien. bien, mais je pense qu'ayant lu, Le Chevalier et la Phalène avant et étant vraiment enfin, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, je pense qu'il souffre, très légèrement de, la comparaison. Après, c'est quelque chose qu'elle a écrit avant, je veux dire, c'est quand même hyper positif que la progression soit dans ce sens-là. Donc, Mmh. je les conseillerais quand même, j'ai bien aimé. On sent qu'elle sait écrire des choses sombres, mais pas complètement, absurdes. Elle écrit vraiment très bien les relations, je trouve. C'est très bien amené. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Une fenêtre sur les ténèbres, c'était une monster romance. Non, parce qu'en fait, l'héroïne, le monstre, il est dans sa tête, hein, donc il y a pas de voilà, en tout cas, il en sort pas, en tout cas, pas pour faire des trucs comme ça. Mais ouais, non, si, ça vaut le coup, je pense, de lire. C'est en tout cas, moi, c'est une autrice où je vais surveiller, ensuite, ce qu'elle va écrire parce que j'ai vraiment hâte de la suite, du Chevalier et de la Phalène et je pense que je lirai aussi, ce qu'elle écrira ensuite. Est-ce qu'il y a dans les autres livres de Gillig, tu as la même composante d'ambiance? Oui, définitivement. Alors il faut savoir qu'elle a juste cette duologie, hein, qui est sortie avant, il me semble et oui, définitivement, il y a de la forêt, il y a de la brume, il y a de la magie, qui est plus présente que dans Le Chevalier et la Phalène. Mais il y a un système de magie et qui devrait te plaire en plus, Oriane, puisqu'il est extrêmement lié à des cartes de tarot. Donc OK. Say no more. voilà. Les cartes C'est sont très, vendu. très importantes et particulièrement bien décrites et c'était très visuel et j'aurais très envie de voir s'il y a des gens qui ont essayé de reproduire, les cartes telles qu'elles sont décrites parce que je pense que ça peut rendre des choses, très, très belles. Et voilà, l'heure est venue de nous dire à dans 15 jours. Car oui, nous revenons pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles. Cela nous aide beaucoup. Et si vous connaissez quelqu'un qui cherche sa prochaine lecture fantasy, n'hésitez pas à lui conseiller cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire et à bientôt!